Voilà, donc je vais reprendre. Donc une activité pour un organisme de formation, donc comme je vous disais, créé en 2006, un certifié Calliope. Et voilà, pour promouvoir la gestion mentale et la neuroéducation, de l'apprendre à apprendre. Hein, quel sens ont pour nous les apprentissages et qu'est-ce qu'on doit faire dans sa tête pour penser et apprendre. Voilà, donc nous organisons des formations professionnelles, des conférences, des ateliers, des webinaires. Voilà, et pour tout public, hein, tous les professionnels de l'accompagnement, les parents, les personnes en reconversion. Voilà. Voilà, très bien. Donc, on a vraiment, comme je vous disais, un objectif associatif, hein, promouvoir et faire connaître la gestion mentale. C'est ça qui est important pour nous, avec des valeurs associatives, d'humanisme, d'authenticité, hein, d'autonomie également, et de respecter, surtout ça c'est très important pour nous, respecter la singularité. Et c'est l'objet de cette conférence ce soir, hein, de respecter la singularité de chacun. Et puis, nous avons un réseau de praticiens hein, que vous trouverez sur notre site, praticiens en gestion mentale. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez tout à fait consulter et, euh, et les contacter directement. Alors, qu'est-ce qu'on fait, comme je vous le disais? Ben, des formations en gestion mentale, de la neuroéducation, puisque nous travaillons avec le professeur Steve Masson, hein, qui est responsable du laboratoire de neuroéducation à Montréal, au Québec. Hein. Et ça fait maintenant 10 ans hein, que nous travaillons ensemble. Voilà, donc on suit avec grand intérêt hein, toutes ces publications et toutes les connaissances qu'il peut nous apporter au niveau des neurosciences. Et puis, un outil externe hein, que nous utilisons, hein, qui peut être un outil de synthèse hein, qu'on appelle le mind mapping ou schéma centré. Voilà. Donc voilà, c'est nos grandes activités. Alors pour qui hein, ben pour et pourquoi hein. Eh bien pour un développement personnel, professionnel, parental. Hein. On a également des ateliers parents. Hein. Pour un développement professionnel de compétences transverses. Hein. Donc vous êtes déjà dans le métier de l'accompagnement, vous êtes dans le métier du soin. Hein, vous souhaitez acquérir des compétences transverses et également de la reconversion professionnelle. Hein. Donc, vous souhaitez voilà accompagner, mais accompagner différemment. Hein, et ça, c'est vraiment, bah, c'est chez nous qu'il faut venir, sans problème. Hein. D'ailleurs, Cindy va témoigner ce soir hein, en ce sens, je pense. Voilà. Alors, vous allez me dire tout ça, mais en fait, nous, on ne sait pas trop ce que c'est la gestion mentale. Hein. Voilà, certains d'entre vous connaissent, mais d'autres non. Hein. Voilà, donc c'est une pédagogie, hein, une approche philosophique qui a été élaboré par Antoine de la Garandrie, hein, entre un monsieur qui est né en 2020 hein, et qui est décédé en 2010, hein, et qui, dans les années post-guerre, a vraiment œuvré hein, pour faire connaître les lois de l'apprentissage. Donc, je vous laisse lire cette phrase. Voilà, tu n'as pas le droit de t'ignorer toi-même, hein, de mettre en friche tes potentialités. Hein. C'est vraiment voilà, c'est vraiment notre approche. Hein. C'est que chacun a un potentiel hein, et ce potentiel est à révéler. Hein. Et c'est vraiment voilà, avec un œil vraiment de bienveillance et je dirais et de toujours fondé sur la réussite. Hein. De dire tu es qui toi, qu'est-ce que tu réussis, quels sont tes talents. Hein. Voilà, donc de mettre en exergue hein, les talents de chacun pour pouvoir vraiment s'en servir hein, et vivre pleinement sa vie avec ses talents. Donc, comme je vous disais, on est deux approches pédagogiques complémentaires. Hein. La gestion mentale, approche philosophique, hein, qui décrit vraiment les mécanismes de la pensée, hein, qu'est-ce qu'on doit faire en situation d'apprendre, en situation de tâche, et la neuroéducation qui nous renseigne hein, sur le fonctionnement cérébral. Hein. Donc les deux apportent des réponses sur ce fonctionnement cérébral, mais sur différents plans. Hein. Mais les deux proposent également hein, un éclairage sur le potentiel grâce à la neuroplasticité cérébrale. On sait que voilà, on peut toujours faire des connexions neuronales, hein, et c'est ça qui est important. Et justement, ce qu'on appelle en gestion mentale l'évocation. Hein, comment je pense, quelles sont les connexions nouvelles que je peux faire encore. La gestion mentale
part toujours d'une situation de réussite. Hein. Qu'est-ce que tu sais faire? Hein. Et les neurosciences disent qu'il faut vraiment encourager l'état d'esprit positif. Hein. Donc voilà, croire en soi, hein, pour nous, c'est très, très important. Et c'est vraiment ce qu'on va pointer. Qu'est-ce que tu réussis? Donc je conclurai pour dire que la neuroéducation, eh bien, elle décrit le cerveau pour tout le monde. Hein. Et la gestion mentale, eh bien, dit comment chacun se sert de, de, de son cerveau, comment il pense, qu'est-ce qui fait sens pour lui et qui il est. C'est ça qui est important. Donc, vous voyez deux livres pour une pédagogie de l'intelligence, hein, activer ses neurones, voilà, tout ça ben, dans la réussite, l'efficacité, trouver des stratégies cognitives qui nous sont propres et qui nous réussissent, c'est ça qui est important. Vivre l'autonomie, hein, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec Cindy, et puis la motivation. Comment effectivement on peut se ressourcer, trouver du sens, hein, et être motivé pour vivre notre vie, hein, que nous avons à vivre ici. Hein. Et puis, bien sûr, tout ça ben, en ayant confiance en soi et en s'appuyant sur la flexibilité mentale, hein, et cette neuroplasticité qui est si importante. Alors, si tu le veux bien, Cindy, puisque j'ai la parole, je vais me présenter. Voilà, je suis Isabelle Brouffal, présidente d'Initiative et Formation Paris ou IF Paris. Hein. Je suis formatrice en gestion mentale depuis maintenant plus de 20 ans. Et je suis également coach personnel et professionnel diplômé de l'université. Voilà, et j'accompagne ben, tout public, hein, dans ce qui le motive, ce qui fait sens pour lui, hein, pour retrouver vraiment, je dirais, un éclat de vie. Hein. Voilà. Et Cindy, je te cède la parole. Merci Isabelle. Pardon, je suis un peu enrouée. Donc moi, je suis Cindy Arsico. J'ai été certifiée praticienne en gestion mentale en 2021. Dans la même année, j'ai eu mon diagnostic d'autisme. Je suis également praticienne en pratique narrative et donc personne concernée par le TSA. Et je suis aussi proche aidante de mes deux enfants qui sont tous deux autistes et qui ont eu leur diagnostic à peu près en même temps que moi, un an près. Euh, je vais souffler un coup parce que je suis extrêmement anxieuse là. J'espère que ça s'entend pas trop dans ma voix. Donc, voilà. Alors, on part aujourd'hui. Voilà, moi ce soir, pour vous en parler, j'ai besoin vraiment d'expliciter mes problématiques pour bien me faire comprendre et pour être vraiment perçue comme je suis et pas comme les autres pourraient le voir. Pour moi, ce soir, je suis extrêmement fatiguée et je prends beaucoup sur moi là face à vous parce que je suis blessée depuis plusieurs mois, coincée chez moi. Je peux plus rien anticiper ni plus rien prévoir dans ma vie parce que c'est un peu compliqué. Voilà, c'est très problématique dans le PSA de pas pouvoir anticiper, donc ça n'aide pas à être reposé en tout cas. J'ai très très peur. Voilà, j'ai très peur d'être là ce soir parce que c'est une première fois en vidéo sur un thème webinaire comme ça. J'ai déjà fait en présentiel dans une grande salle de cinéma avec 100 personnes, mais je pouvais voir tout le monde. Et puis j'étais accompagnée de 3 personnes et c'était en vrai. Là, je vois le nombre de participants qui monte petit à petit, qui m'angoisse un peu. Et puis, je suis très anxieuse parce que j'ai pas envie de vous dire des bêtises. J'ai des choses à partager qui sont très importantes pour moi. Pardon. Je veux vraiment, qui je suis, c'est extrêmement précieux pour moi. Voilà. Et puis, il y a aussi beaucoup, beaucoup de joie à faire ce partage. Mais ça compense pas la fatigue et ça, voilà, c'est assez compliqué, mais je vais essayer de tenir. Je tremble de partout. Je sais pas si ça se voit, mais voilà. Alors, voilà quelques mots. Alors, c'est un nuage de mots qui va passer assez rapidement parce qu'on a beaucoup et que j'ai pas le temps de passer dessus sur tous. Mais ça fait partout un peu de tout ce que peuvent vivre les personnes autistes. On a toujours plus ou moins ces mots autour de l'autisme. J'en ai partagé quelques-uns, le stress, l'anxiété. Je vais peut-être parler du souci du détail. Voilà, il y a plein plein de mots que j'ai voulu mettre, que je peux pas. J'ai 40 minutes pour exprimer ce que c'est que l'autisme, donc j'ai pas assez de temps. Voilà, mais c'est tout un tas de mots qui marchent avec l'autisme. Voilà.
Et donc ce soir, on va parler de la gestion mentale et du TSA. La gestion mentale, pour moi, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une philosophie de vie. C'est, depuis que je l'ai rencontré, c'est mon leitmotiv dans ma rencontre avec le reste du monde. Il faut savoir que dans l'autisme, c'est extrêmement compliqué, la communication, se faire comprendre ou comprendre les règles de communication. Je vais en reparler un peu plus tard. Mais la gestion mentale, elle m'a donné vraiment cet outil-là de pouvoir déjà, un, me comprendre et deux, par la même occasion, comprendre d'autant plus facilement le reste du monde. Et j'aime beaucoup cette image parce que c'est cette idée que avant la gestion mentale, c'est un espèce de gros paquet tout emmêlé avec plein de choses que je pouvais pas gérer qui m'occasionnait beaucoup de désordre émotionnel et parfois même allant jusqu'à la dépression. Et puis quand la gestion mentale est arrivée, que j'ai découvert les structures de sens qui sont les miennes, comment on fait quand on apprend, quand on réfléchit, ça a vraiment, mais vraiment changé ma vie en fait. Ça a teinté intégralement tout ce que je suis. Voilà. Et puis de l'autre côté, l'autisme, c'est une image que j'aime beaucoup, qui est tirée du site Secours Autisme, qui est un des sites qui enseigne beaucoup de choses sur l'autisme, qui est très pratique. Donc, je vous invite à aller voir si vous voulez voir un peu plus précisément, que je peux pas rentrer aujourd'hui dans le détail. Là, c'est un témoignage autour de l'autisme. Je suis absolument pas pro. Peut-être qu'un jour je le serai, mais pour le moment, j'y suis pas. C'est juste le témoignage de ce que moi je vis au quotidien et dans ce qui a été ma rencontre avec la gestion mentale. Voilà. J'ai trouvé que ça montrait bien le côté spectre, que vous avez plein de couleurs, plein de dessins qui illustrent bien cette multiplicité des, j'ai plus le mot, des profils. Alors le TSA, c'est c'est le trouble du spectre de l'autisme, trouble du spectre autistique. C'est un trouble du neurodéveloppement. Il faut savoir, donc le trouble du neurodéveloppement, c'est une partie génétique, une partie liée à l'environnement, avec une plus grande prégnance pour tout ce qui va être génétique, avec un très fin et quand même beaucoup d'influence du milieu dans lequel on grandit ou dans lequel on est. Il faut savoir que dans le monde, il y a un enfant sur six qui a un TND. Voilà. Tout ce que je vous propose ici, je l'ai tiré d'Autisme Info Service, donc est un autre site qui s'appelle aujourd'hui Autisme et TND Info Service. Donc ça regroupe vraiment tout et qui est une vraie mine d'informations pour tout euh, le côté vraiment professionnel ou en tout cas médical peut-être autour de l'autisme. Il est présent dès l'enfance. On vit avec, on vit avec et on meurt avec. Mais heureusement, on peut, comme tout un chacun, évoluer tout au long de la vie. Et c'est en ça que j'ai vraiment envie d'appuyer avec la gestion mentale, c'est qu'on a un vrai rôle à jouer ici pour accompagner le développement de l'autisme. En fait, on peut apprendre plein de choses. Voilà. C'est un spectre. En fait, il faut savoir que au niveau médical, ils ont voulu rassembler toutes les personnes autistiques, en faire ce qu'on appelle le TSA, donc le trouble du spectre de l'autisme, mais auparavant, ça portait d'autres noms. C'était le syndrome d'Asperger, pardon, le syndrome de Kanner, enfin l'autisme de Kanner. Il y avait le syndrome de Gilles de la Tourette et plein d'autres anomalies génétiques qui qui donnaient des effets de TSA, en fait, d'autisme. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Il y a une vraie volonté de grouper tout le monde ensemble. Et puis, il y a aussi, par rapport au nom d'Asperger, une petite connotation un peu problématique avec son appartenance au régime nazi. Donc, voilà. Euh, Aujourd'hui, pour diagnostiquer l'autisme, il y a ce qu'on appelle une diade autistique. Avant, c'était une triade, mais ils ont regroupé les, les stéréotypies et les intérêts restreints ensemble. Donc aujourd'hui, on mesure sur des déficits de la communication et des interactions sociales. Donc ça, c'est un des points qui permet de diagnostiquer l'autisme. Et puis de l'autre côté, il y a les caractères répétitifs et restreints des comportements et des intérêts. Donc ça va être enfin nous, on n'aime pas trop dire restreint. Dans la communauté autistique, on préfère dire spécifique ou des intérêts spécifiques plutôt que restreint, qui est assez négatif en fait. Voilà. Mais c'est là-dessus que les diagnostics sont posés. Il faut coter des points sur ces deux items pour pouvoir, enfin, pour en tout cas
avoir un diagnostic d'autisme. Et puis, il y a plein d'autres particularités que le jargon médical appelle comorbidité, mais avec Isabelle, on a préféré grandement parler de particularités, qui sont les troubles du sommeil, les troubles du comportement alimentaire, l'anxiété, l'épilepsie, et puis plein d'autres particularités qui peuvent s'y greffer. Alors, quelques conséquences de l'autisme au quotidien. On a un fonctionnement neurologique différent. On a une manière différente de percevoir, de ressentir, de comprendre, et donc d'entrer en lien avec le monde et le reste des êtres humains. En fait, c'est extrêmement complexe. C'est pour ça, entre autres, que dans la diade autistique, c'est ce qui cote. C'est parce qu'on a vraiment, c'est difficile de fonctionner avec la surcharge qu'on a à l'intérieur de la tête. Souvent, voilà, on a un besoin plus ou moins important de soutien au quotidien. Dans le diagnostic, le TSA est classé en 3 niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, qui est niveau 1, besoin de soutien, niveau 2, besoin important de soutien, niveau 3, besoin très important de soutien. Ça veut dire que quelle que soit notre place sur le spectre autistique, on a besoin de soutien tout au long de la vie. Et j'en parlerai tout à l'heure sur une autre slide. On a des hypos et des hypersensorialités. C'est hyper important de l'avoir en tête parce que certaines hyposensorialités au niveau olfactif, par exemple, on l'a vu avec la Covid, sont extrêmement problématiques et dangereuses pour les personnes autistes. C'est-à-dire qu'on peut ne pas sentir une fuite de gaz, on peut ne pas sentir il y a, euh, qu'il y a un feu qui démarre, il y a tout un tas de trucs, et puis des hyposensibilités au niveau tactile, par exemple, par rapport au froid qui est dehors ou autre, on peut ne pas sentir qu'on a froid et être vraiment avec des mains congelées en fonction des hypo et des hypersensorialités. Donc il y a vraiment je sais pas, j'ai pas un mot positif pour dire, mais c'est comme s'il y avait des mauvais câblages au niveau de nos sens et de l'interoception, la proprioception, la nociception qui est la gestion de la douleur également, enfin de la compréhension de la douleur à l'intérieur du corps. C'est extrêmement complexe et c'est aussi là-dessus qu'on a besoin de soutien pour nous inviter à nous questionner sur est-ce que t'as pas trop chaud, est-ce que t'as pas trop froid, t'as l'air d'être agité, est-ce que t'aurais pas faim. C'est plein de choses en fait à avoir en tête pour accompagner au mieux les autistes. Je parle assez facilement devant vous, mais j'ai besoin que parfois on me dise ah là tu aurais peut-être besoin d'aller t'asseoir parce que je m'en rends pas compte toute seule en fait. Ça peut être problématique. Donc c'est vraiment à prendre en compte. Je vais pas en parler beaucoup parce que ce serait très long. Voilà, mais en tout cas il faut le savoir. Ça fait partie des caractéristiques et des conséquences du TSA surtout. On a pour 80% des autistes une flexibilité mentale qui est souvent altérée, c'est-à-dire, et c'est là-dessus, tu en parlais tout à l'heure, Isabelle, c'est là où la gestion mentale a un très beau rôle à jouer au niveau de la flexibilité. Accompagner les personnes autistes à développer la flexibilité mentale. Donc 80% des autistes, c'est quand même pas rien. Il y en a qui se débrouillent très bien. Souvent, c'est en jeu par rapport à l'environnement dans lequel la personne a grandi. Si on a appris à l'enfant à partir en vacances avec les mains dans les poches, ben, voilà, il y a une espèce de flexibilité qui s'est mise en place parce que de fait, il savait pas où il allait, il n'avait pas forcément de quoi. Voilà, ça peut s'installer, ça dépend de ça. Mais c'est vraiment quelque chose, c'est une des fonctions exécutives à travailler dans l'autisme. Euh, euh, il y a vraiment une véritable ambiguïté avec les métaphores illustrées. C'est-à-dire que j'ai participé au mois d'octobre à ce qu'on appelle une table ronde. Mon premier réflexe, je cherche partout une table ronde et je ne le fais pas exprès. Maintenant, j'ai l'habitude, ça me fait sourire, mais je cherche partout la table ronde, vraiment. Et les expressions imagées, les métaphores imagées. Alors, on adore les métaphores, mais les métaphores concrètes, dès qu'elles sont imagées, le mur a des oreilles, ça devient compliqué. Enfin, maintenant, j'ai l'habitude. J'ai plus de 40 ans, donc j'ai vraiment l'habitude de ces métaphores illustrées parce que j'en ai rencontré pas mal, mais chez certains enfants autistes, ça peut être problématique parce que ils vont vraiment avoir du mal à sortir de leurs évocations d'une oreille sur un mur, en fait. Donc, il faut vraiment, et là, la gestion mentale a tout un rôle à jouer pour travailler l'évocation et emmener à aller plus loin que ce qui est là présentement. J'ai mis du temps à trouver le mot, mais c'est enrichir les évocations. C'est vraiment un super travail à faire avec une partie des autistes. Voilà.
Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a aussi du fait des hypos et des hypersensorialités, du fonctionnement neurologique différent, il y a une fatigabilité extrême qui est à accompagner. Et c'est pour ça qu'on a besoin de soutien, c'est qu'on s'en rend pas compte nous-mêmes. Sauf quand on fait une crise autistique de style shutdown, où on peut plus sortir de notre lit et on peut même plus mettre un pied l'un devant l'autre. Donc, il y a vraiment une habituation au questionnement, à la compréhension des signaux internes. Donc, on a vraiment, je pense, un rôle aussi bien auprès des autistes que des proches aidants qui sont là pour leur donner cette vision de questionner comment tu te sens et pour redonner l'autonomie à l'autiste aussi. Parce que quand on le questionne et qu'on lui donne pas la réponse, il a possibilité de prendre en compte des facteurs et de choisir. C'est tout petit, ça se fait progressivement, mais ça se fait. Et puis, voilà, une anxiété de fond qui est vraiment présente très fortement chez les autistes. Ça y est, moi, je commence à être plutôt bien avec ce que je dis, donc je commence à me calmer. Mais fatigabilité extrême et anxiété de fond sont deux choses qui se nourrissent l'une l'autre, en fait. Voilà. Et puis, plein d'autres choses, mais j'ai que 40 minutes pour vous présenter ce que j'ai travaillé sur l'autisme et la gestion mentale. Moi, j'y ai passé 4 ans et demi depuis que j'ai rencontré la gestion mentale et mon diagnostic d'autisme. Et voilà, ça a été, c'est un enfer pour moi de pas pouvoir tout vous dire, mais il a fallu que je fasse des choix parce que tout rentre pas en 40 minutes. Voilà. Et donc maintenant, l'autisme n'est pas un tas de petites choses. La liste n'est pas complète, hein, il y en a encore plein d'autres. C'est pas une maladie, pardon. Comme je vous disais tout à l'heure, on est avec, on vit avec, on meurt avec. Euh, c'est là tout au long de la vie. Par contre, on peut accompagner les développements. C'est pas un manque d'empathie, c'est une empathie différente qu'on peut accompagner également. Ça paraît être un manque d'empathie, c'est juste souvent parce qu'il n'y a pas on n'a pas on n'a pas le même rapport aux événements qui se produisent et on n'est pas toujours en capacité de se mettre au niveau de ce que vous vivez, mais on manque pas d'empathie, hein. Moi, je suis hyper émotive. Je lis un texte qui me fait pleurer, je pleure. Enfin voilà, c'est autre chose. C'est pas causé par les vaccins. Voilà, j'irai pas plus loin là-dessus. C'est pas les conséquences d'une mauvaise éducation non plus. C'est pas la faute de papa, maman et c'est pas notre faute non plus. C'est comme ça. C'est pas incompatible avec le fait de fonder une famille. La preuve, j'ai des enfants, j'ai un mari. Et il y a plein d'autres autistes que je connais qui ont aussi formé une famille et pour qui ça se passe bien. C'est simplement un peu plus complexe que pour les autres familles parce qu'on est obligé de gérer d'autres personnes en plus de nous. Donc la fatigabilité peut très vite augmenter, mais je dirais comme chez beaucoup de femmes avec la charge mentale, mais encore plus chez les autistes. Voilà. C'est pas incompatible avec le contact visuel euh, du tout. C'est pas parce qu'on vous regarde pas dans les yeux ou qu'on vous regarde dans les yeux qu'on peut pas être autiste. C'est vraiment, en général, on fixe un point au milieu du front ou on regarde un œil plutôt que l'autre. Mais en fait, si on passe trop de temps à essayer de vous regarder dans les yeux, eh ben, on écoute plus ce que vous dites et on n'est plus en capacité d'y répondre ou de pouvoir suivre. Donc souvent, on détourne le regard pour être bien plus dans l'écoute auditive. C'est souvent ça qui se produit et souvent ce que j'ai pu entendre autour de moi quand j'en parle. C'est pas un manque oui, c'est pas un manque d'émotion, bah, je l'ai dit tout à l'heure avec l'empathie. C'est pas une mode. Alors, on a l'impression en ce moment qu'il y a des l'autisme partout, mais c'est aussi beaucoup dû. Alors, est-ce qu'il y a plus de diagnostics qu'avant? Sans doute, puisque toutes les personnes de mon âge et d'âge bien plus avancé qui n'ont pas été diagnostiquées dans l'enfance sont en train d'être diagnostiquées. Et pendant très longtemps, l'autisme a été évalué par et pour des hommes et pas pour des femmes. Donc, l'autisme au féminin est presque un, un no man's land qui commence à se développer. Mais voilà, à une époque même, on pensait vraiment que l'autisme n'était que masculin. Il y a encore une quarantaine d'années, l'autisme était vraiment masculin. Aujourd'hui, on a une prévalence. Il y a encore quelques temps, on était à 4 ou 5 hommes autistes pour une femme. Aujourd'hui, on est descendu à 1 sur 3, donc une femme autiste pour 3 hommes autistes, et on s'attend à descendre encore. C'est pas une phase passagère, bah comme c'est pas une maladie, c'est pas une phase passagère non plus. Par contre, on peut développer des compétences, c'est-à-dire qu'on peut paraître moins
touchés par l'autisme au fur et à mesure du temps qui passe. C'est un peu ce qui s'est passé. Moi, je l'ai pas su que j'étais autiste pendant très longtemps, donc j'ai développé des compétences au fur et à mesure avec d'autres problématiques. Mais du coup, c'est vraiment quelque chose à accompagner. Et c'est pas un obstacle à une vie professionnelle. C'est compliqué pour certains autistes parce que dès qu'on pose le diagnostic, parfois on se dit oh là là, ça va être dur à gérer au niveau social. Mais je me faisais la réflexion tout à l'heure que finalement, et c'est entre autres l'accent sur lequel on a mis le petit texte quand on a proposé le webinaire avec Isabelle, vraiment ce qui arrive, ce qui est proposé pour les autistes marche à 100% pour tous les autres en fait. Donc si on mettait dans toutes les entreprises une salle avec moins de lumière, moins de son, une salle de repos, en fait, ça profiterait à tout le monde parce que tout le monde à un moment donné dans sa vie a besoin de ça. Sauf que dans l'autisme, c'est pas un moment dans sa vie, c'est très souvent, voire tous les jours. Mais ça permettrait à tout le monde, parce que tout le monde passe des phases comme celles qu'on vit dans l'autisme. Donc, en fait, on pourrait très bien vivre et avoir une vie professionnelle avec une adaptation. Mais là, il faut changer toute la société. Donc, je sais pas si je vais y arriver à moi toute seule ce soir. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'un spectre? Alors, normalement, un spectre, parce qu'on part sur le spectre de la lumière, qui a plein de couleurs, en fait. Et comme ils ont voulu regrouper tous les autistes ensemble, alors souvent, on voit ça pour un spectre, cette manière linéaire. Et c'est assez... On en parlait, on en a beaucoup parlé avec Isabelle. Ça, c'est un peu comme en gestion mentale. Les gens ont tendance à vouloir mettre des curseurs par-ci, des curseurs par-là. On n'est pas un peu ci ou un peu ça. On est ce qu'on est. Et on est pas un curseur qui se balade en fait. Moi j'ai mis du temps à le comprendre, hein. Je parlais beaucoup avec Isabelle des petits curseurs au début quand j'ai démarré. Et maintenant que j'ai d'autres images, c'est beaucoup plus facile à me représenter. Donc c'est pas du tout ça. Le spectre de l'autisme, ce serait plutôt quelque chose comme ça. Pas de gauche ni de droite, pas de haut, pas de bas, pas de mieux, pas de moins, pas de juste différent. Une autre palette de couleurs avec on se place où on a besoin de se placer si on a besoin de se placer. Et donc, il y a autant de formes d'autisme que d'autisme. Et chaque autiste a une forme d'autisme qui lui est propre, qui est unique. Et donc, j'ai bien beaucoup aimé cette infographie qui vient du site Optoy, qui est un site assez connu pour accompagner tous les TND. Ils y proposent beaucoup d'outils qui vont être dans tout ce qui va être communication alternative améliorée, tout ce qui va être pour là-bas et autres, pour accompagner même des supports visuels pour les personnes autistes, parce que on accompagne souvent la temporalité avec du visuel. Et du au Toy, j'ai beaucoup aimé ce visuel parce que c'est cette idée médicale, ils ont voulu regrouper l'autisme. Donc, on a tous la même base de cake, de notre petit cupcake là. Puis après, on met le glaçage qu'on veut dessus. On peut mettre 2 couches, 3 couches, autant qu'on veut. Et on fait un petit autisme. On est un peu pareil, mais on est complètement différent. Vous voyez bien qu'il n'y a pas un glaçage pareil sur l'image. Et, j'aimais bien déjà le cercle plutôt que la réglette, là. Mais j'aime encore plus cette idée de petit cupcake. Voilà. Donc, il y a pas, enfin, on est beaucoup à militer pour se dire qu'il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas un meilleur autisme, un moins bon autisme. Voilà, il y a de l'autisme avec ses particularités. Et souvent, une que je vais vous partager tout de suite, c'est, donc là, je l'ai axé sur la gestion mentale et les modes de communication du TSA. J'ai conservé la métaphore du petit cupcake. Là, dans la communication chez les autistes, vous avez les verbaux et les non-verbaux. Il y a les verbaux qui parlent un peu et les verbaux comme moi qui parlent beaucoup, mais il y en a encore plus que moi qui parlent encore mieux que moi. Et voilà, Joseph Chovanec, on l'avait vu, nous, en gestion mentale, il avait partagé que, heureusement qu'il avait rencontré en premier les livres de, comment il s'appelle, Jules Verne, parce que c'est sa manière un peu envolée de parler. Parce que, imaginez si j'avais rencontré Platon ou Socrate, comment je parlerais, en fait. C'est vraiment ça. Donc, il y a les verbaux et donc les non-verbaux. Alors, on n'en parle plus trop aujourd'hui, hein. Ça, c'est vraiment, par contre, c'est ce qu'on vit. Il y a vraiment entre les verbaux et non-verbaux, puis vous avez les non-verbaux qui sont capables de communiquer avec d'autres manières, qui sont souvent le langage des signes amélioré, des pictogrammes ou autres. Et puis, il y a les non-verbaux qui ne peuvent pas communiquer, malheureusement, parce qu'il y a souvent de la déficience intellectuelle. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Ça fait partie des autres particularités qui peuvent s'adjoindre et qui font aussi partie des TND. C'est la déficience intellectuelle. Voilà. Et donc, nous, en gestion mentale,
Quand on a des personnes verbales comme moi, on peut soit les accompagner directement. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais avec mes enfants, c'est ce que j'ai proposé à des amis. C'est ce que je crois d'autres collègues accompagnent aussi directement des personnes autistes. On peut aussi accompagner les proches aidants pour avoir un autre regard sur l'autisme et pour pouvoir eux-mêmes les équiper pour accompagner leurs enfants. Je le disais tout à l'heure, on a besoin d'aide au quotidien toute notre vie. Donc, en fait, c'est cette posture de questionnement plutôt que de dire, mets tes chaussures, bah, qu'est-ce qu'on sort? Est-ce que tu peux, qu'est-ce qu'on fait quand on sort? L'amener à réfléchir, on le fait beaucoup en gestion mentale. Et puis, on peut aussi accompagner tout le monde ensemble pour montrer la diversité, pour montrer que papa et maman, ils pensent comme ci, toi, tu penses comme ça, et accompagner le développement et une meilleure entente généralement au sein de la famille. Voilà. Dans le TSA non verbal, je suis en train de me former, moi, pour pouvoir accompagner avec la pérédance et tout un tas de trucs autour de l'autisme. Mais on va plutôt accompagner les pères aidants pour les non-verbaux, pour vraiment, parce qu'au quotidien, c'est eux qui sont là présents tout le temps. Dans l'autisme, il faut une présence quotidienne, un soutien quotidien. Donc, en gestion mentale, il faut savoir quand même qu'autour de l'autisme, il n'y a pas beaucoup de moyens en général. Ça coûte, c'est tout ce qui va être les allocations d'enfants handicapés et autres qui vont permettre les suivis. Donc, c'est souvent compliqué de multiplier les séances avec l'enfant, mais du coup, si on équipe les parents, ben, ils peuvent être là au quotidien et apporter les bienfaits de la gestion mentale directement chez les personnes autistes. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Cindy, là, parce que effectivement, comment accompagner ces personnes qui sont non-verbaux, non-verbaux, hein. Et la gestion mentale a toute sa place, là, on en a discuté toutes les deux, hein, et voilà, c'est toujours avoir ce regard positif, en fait, hein, et de partir justement de ce que savent faire les personnes. C'est ce qu'on a fait, hein, dans un IME. Voilà, et d'avoir cet œil de la réussite, de décortiquer conceptuellement la réussite de la personne pour pouvoir ensuite faire des transferts proches, bien sûr, hein, mais qui vont reconnaître ses compétences, hein, lui permettre d'avancer, hein, j'allais dire, voilà, de faire d'autres choses à partir de ses talents. Et ça, je n'ai jamais trouvé d'autre approche, hein, qui puisse travailler comme cela. Alors bien sûr, euh, en gestion mentale, on travaille beaucoup avec une personne qui est verbale, avec le dialogue pédagogique, mais là, il n'est pas question, avec quelqu'un qui est non-verbal, d'aller faire un dialogue pédagogique. Donc, on va totalement partir d'autre chose, c'est-à-dire qu'on va pouvoir analyser, hein, ses talents, hein, mettre des mots dessus, hein, et les reconnaître aussi bien sous forme de quel geste elle mène dans sa tête et qu'est-ce qu'elle sait faire et qu'est-ce qu'elle utilise comme paramètre, hein, comment fait-elle pour pouvoir ensuite le transférer. Et ça, je pense que c'est intéressant de pointer cela parce que pour moi, c'est essentiel. Mhm. C'est vraiment essentiel, en fait, de partir de... C'est pour ça qu'on n'aime pas cette idée d'intérêt restreint et qu'on est plus sur les intérêts spécifiques. C'est là où on réussit, c'est là où il y a de l'énergie, c'est là où on recharge nos batteries. C'est vraiment de là qu'il faut partir en emmenant de la différence petit à petit. Je vais en parler, je ne sais plus si c'est la slide d'après, mais c'est vraiment cette idée d'enrichir, d'accompagner, d'enrichir, d'ouvrir à la différence et à la flexibilité mentale, parce que à chaque fois on emmène des petites choses supplémentaires, ben, on ouvre la capacité de la personne à accepter que ah ben c'est pas toujours comme ça, ah je peux aller voir autre chose. C'est vraiment une invitation qu'il peut sous-peser en fait. Voilà. Après, voilà, j'aime beaucoup cette slide parce que j'ai l'énorme malentendu du TSA. Euh, ouais, j'en ai parlé tout à l'heure. La communication sociale fait partie des critères de diagnostic de l'autisme. Et alors maintenant, je dirais que c'est moins compliqué pour moi avec la gestion mentale et les pratiques narratives aussi qui m'ont donné un autre regard. Mais pendant très longtemps, je comprenais pas. Vraiment, je disais quelque chose qui me paraissait tout à fait normal. On me répondait d'une manière que je comprenais pas. C'était vraiment horrible. Euh, j'ai 46 ans cette année. Moi, ça fait 4 ans. Donc, j'avais 42 ans quand j'ai eu mon diagnostic d'autisme. Pendant 42 ans,
Voilà, ça se figure 42 ans de vie, la vie de tout le monde en fait. J'ai eu ce qu'on appelle une mauvaise gestion de la théorie de l'esprit, cette histoire d'empathie, si ça peut un peu mieux vous expliquer. Euh, J'étais persuadée, mais persuadée, que l'intégralité des gens sur cette planète faisaient exactement la même chose que moi dans ma tête. Mais vraiment. Et j'ai assisté à une conférence au début de l'été autour de l'autisme, et c'est vraiment un des psychiatres qui œuvre dans un centre de ressources autisme, qui a vraiment confirmé que si on n'enseigne pas aux autistes à comprendre que chaque être humain a quelque chose de différent dans la tête, il reste persuadé toute sa vie que tout le monde pense comme lui. C'est vraiment, mais vraiment, hein. Et je ne vous explique pas à quel point le jour où j'ai rencontré, mais en initiation déjà un peu, mais je pense que le moment le plus percutant pour moi, ça a été pendant la formation au dialogue pédagogique, quand j'ai vraiment vu Isabelle questionner mes collègues et nous inviter à nous questionner les unes les autres, où là j'ai fait waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? Ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais dans la tête, mais vraiment ça a été un peu cet effet-là, hein. Vraiment, mais j'avais l'impression d'être dans une machine à laver et qu'on me tournait la tête parce que c'était vraiment, ça changeait toute ma perception en fait, ma compréhension de ma relation avec les autres, de mes incompréhensions. Ça m'a fait revoir 42 ans de vie en me disant, ah, mais du coup, quand je disais ça, personne ne comprenait. En fait, du coup, c'est logique que eux réagissaient comme ça et que ben moi, voilà, donc ça entraînait plein de choses. C'était ni leur faute ni la mienne. Et aujourd'hui, j'avais la cause de cette incompréhension que je percevais pas à l'époque. Il n'y avait pas d'incompréhension. Pour moi, voilà, il y avait un mur, il n'y avait pas de porte à ouvrir, c'était un mur, on se comprenait pas. Sauf que là, d'un coup, quand on me dit maison, moi, je voyais le petit cupcake, hein, je reste sur la métaphore du cupcake que j'aime bien, le cupcake qui était le verbal. Moi, je vois une maison extrêmement précise, je vois souvent ma maison. J'ai beaucoup d'autres souvenirs qui viennent avec. Et puis, j'avais en face de moi des collègues qui décrivaient des images hyper fixes, hyper claires, hyper fixes. Et puis, souvent des gens qui étaient dedans, alors que moi, je ne mets pas de genre, je ne mets pas de personnage dans mes évocations, sauf s'il y en avait. Mais s'il n'y en a pas, j'en mets pas s'il n'y en a pas besoin. Donc, c'était vraiment mais quelque chose d'assez étonnant. Donc, au niveau de l'autisme, il faut vraiment accompagner l'évocation parce que c'est une vraie découverte. Il y a vraiment il y a quelque chose de précieux qui se fait sentir chez les personnes autistes. Moi, ça m'a vraiment chamboulé, hein. C'est formidable, mais je pense que c'est à accompagner avec beaucoup de finesse et beaucoup de délicatesse. Voilà. Et c'est ce que moi, je passe par la cognition incarnée. C'est-à-dire que je pense qu'on m'avait déjà dit plein de fois que bah, chaque être humain était unique, mais ça rentrait par là et puis ça ressortait par là. Et puis ce jour-là, j'ai vraiment vécu la cognition différente. Je l'ai vu, je l'ai entendu, je l'ai vécu. Et c'est ce qu'on appelle dans l'autisme la cognition incarnée. On a vraiment besoin de passer par quelque chose qu'on vit avec notre corps. Il faut qu'on vive les choses, qu'on les prenne à plein, vraiment à bras le corps, qu'on vive les choses. C'est, c'est, j'ai un exemple qui vient moi dans la tête, mais par exemple, si j'ai pas vérifié moi-même dans le tiroir ce qui me reste pour mes courses, je suis incapable de faire mes courses. Même si quelqu'un m'a dit, mais s'il il y a dans le tiroir, ouais, mais moi j'ai pas vu, j'ai pas vérifié. Et c'est pas une question de confiance, c'est vraiment, je sais pas comment faire si j'ai pas vécu le truc. C'est vraiment il faut vraiment comprendre que cette cognition incarnée, ce besoin de vécu autobiographique, de vécu qui nous appartient, lire, lire et voir, c'est déjà pas mal. Mais je pense qu'il y a vraiment besoin qu'on vive avec tout le corps ce qu'on doit apprendre ou ce qu'on doit avancer en fait. Et à partir de là, j'ai compris que tous les humains étaient vraiment différents. Et alors je pense que j'avais aussi perçu la différence au niveau physique. Je veux dire, les grands, les petits, les blonds, les bruns, avec une autre couleur de peau, enfin voilà, avec une femme, un homme, un enfant, une fille, enfin, mais j'avais pas perçu que dans la tête, c'était si différent, en fait. Et donc, je sais pas si ça s'est éteint. Vous avez toujours l'image? Oui, oui, Oui? Bon, très bien. tout va bien. Et donc voilà, c'était vraiment quelque chose de très, très fort, hein.
ce malentendu, en fait. Du coup, je suis passée sur la slide suivante, mais voilà, c'était vraiment, ça a changé ma vie. Ça a été un tsunami et à partir de là, j'ai pu m'ouvrir à l'autre, en fait, parce que j'ai commencé à me comprendre moi et j'ai pu, du coup, me mettre en lien avec les autres et comprendre aussi d'où venaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes mes problématiques sociales. Alors, ça ne les résout pas, hein, il y a d'autres problèmes, mais disons qu'il y avait, en tout cas, ça a changé, moi, mon approche pour échanger avec les autres. Je me dis que, il faut qu'on arrive à être d'accord sur qu'est-ce qu'on comprend l'un et l'autre, en fait, pour réussir à parler. Voilà. La gestion des imprévus. Alors, Ah, mhm. voilà. Alors, Alors. alors moi, j'en avais plein pour aujourd'hui. C'est aussi pour ça. C'est la gestion des imprévus, c'est ce qui fait monter l'anxiété, le stress, parce qu'en fait, je ne sais pas comment ça se fait. Alors, c'est en lien beaucoup avec une sécurité intérieure, une stabilité intérieure. Quand on peut prévoir les choses, on est stable. Et dès qu'il y a un imprévu, ça fait bouger toute la pyramide et tout s'effondre en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer. Euh, Moi, la gestion mentale, elle m'a appris à mettre une petite place aux imprévus dans mes évocations. C'est-à-dire que dans ma manière d'évoquer ce webinaire avec vous, j'avais une place avec tous les imprévus. Les imprévus, c'était je sais pas combien il va y avoir de personnes. J'ai jamais fait de webinaire de cette manière-là. Je Voilà, tout plein de trucs qui se sont mis dedans. Mais il y avait une petite place. Ça commençait à déborder cet après-midi, quand même beaucoup. Mais il y avait une petite place qui me permet de rester à peu près stable. Ok, maintenant il y a des imprévus. Mais il faut savoir que on n'a pas tous été accompagnés à gérer cet espace ou cette temporalité comme vous voulez dans la tête pour y mettre les imprévus. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut accompagner, je pense, avec la gestion mentale. On a un besoin extrême de prévision parce que je saurais pas l'expliquer autrement que parce que ça nous rassure, c'est vraiment stable, c'est vraiment euh, c'est comme ça et pas autrement. Et il n'y a pas de choix à faire. On n'est pas obligé de lâcher des choses pour choisir. C'est prévu, on fait ça. Euh, Et du coup, c'est aussi une vraie compétence, Cindy. c'est ça, j'y arrivais. Ah, quand même, Voilà. hein, hein, Du coup, oui, oui. on est assez fort dans les liens Ah, logiques t'es trop forte. Ouais, ouais. ouais, assez. Et dans la réflexion, on réfléchit tout le temps. C'est une vraie zone de talent dans l'autisme, cet espace-là. Je pense vraiment. Alors, c'est des liens logiques qui paraissent pas forcément logiques pour tout le monde, mais qui sont extrêmement logiques quand on questionne la personne autiste sur, mais quelle est la logique que toi tu suivais? Et c'est une vraie zone de talent. Comme on veut tout gérer, on a vraiment du mal avec l'imprévu. On a tendance à réfléchir énormément à ce qu'on peut mettre en place pour qu'il n'y ait pas d'imprévu. Et c'est vraiment une zone de talent. Il faut vraiment s'appuyer là-dessus. Alors, par contre, c'est extrêmement coûteux la réflexion, hein. Le geste de réflexion est très coûteux pour le cerveau. Ça, on l'apprend avec la neuroéducation et la gestion mentale, hein, on le voit. Et c'est vraiment euh, un espace où il faut accompagner la flexibilité mentale. C'est là, en fait, dans la gestion des imprévus. Je vous disais, moi, j'ai laissé une petite zone dans ma tête, là où il y a de la place. Mais pour les personnes autistes, euh, et, et je crois que là, pour moi, il faut vraiment que je le mette ici. Du coup, j'en ai pas encore parlé. Mais pour accompagner la flexibilité mentale, il faut vraiment que le diagnostic d'autisme soit posé le plus précocement possible. Parce que on accompagne dès l'enfance. Enfin, moi, j'ai les connaissances en neurosciences, mais je sais pas qui est là aujourd'hui, mais les neurosciences expliquent vraiment que c'est souvent plus facile dans l'enfance pour les enfants. En fait, on oublie les efforts qu'il y a à faire pour mettre en place des choses dans la tête. Quand on est adulte, on est beaucoup plus rigide et pour apprendre des nouvelles choses, c'est hyper dur. On n'a pas envie de se mettre à l'effort. Et chez les autistes, l'effort est extrêmement compliqué à négocier parce que on a déjà tellement peu d'énergie qu'on essaye de protéger qu'en fait, on a du mal à s'y mettre, hormis si on y voit vraiment des intérêts hyper intéressants et vraiment, voilà. Donc, le diagnostic précoce, il permet vraiment, dès tout petit, d'accompagner cette flexibilité mentale en expliquant, du coup, en ouvrant progressivement des toutes petites différences, par toutes petites touches, entre autres, en accompagnant le choix. Ça, je sais pas moi qui le dis, je le vis, mais c'est aussi le psychiatre qui faisait sa conférence l'autre jour qui disait, mais c'est tout simple le choix.
C'est-à-dire que dans les rituels d'un autiste, il y a souvent tout est ritualisé. Et souvent le soir, il y a le rituel du brossage de dents. Donc c'est toujours une brosse à dents, c'est toujours le dentifrice, et puis c'est toujours un temps de brossage de dents dans une salle de bain en général. Et du coup, c'est habituer simplement l'enfant en lui disant, bah écoute, le choix de la brosse à dents, c'est moi qui le fais, et je te le dis que quand tu vas te brosser les dents. Ça peut être tout simple, ça peut être juste ça. C'est un choix tout petit, des tout petits choix qui stabilisent l'intégralité du rituel, mais qui permettent de, là, t'as pas la main, tu peux pas prévoir quelle va être la brosse à dents. La phénoménologie, c'est pour ça que je dis que la gestion mentale est une philosophie de vie pour moi, parce que c'est toute la philosophie, la phénoménologie de l'ici et maintenant du Dasein, de comment on est en tant qu'être humain maintenant. Et là, ça vient de Béatrice Glickman, qui m'a accompagnée pour mon mémoire autour de la gestion mentale et du TSA. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un Lego jaune, mais demain, je peux en avoir 15 qui soient pas pareils. Donc c'est vrai aujourd'hui, mais demain, c'est vrai aussi, mais c'est différent. Donc c'est vraiment, c'est comme le choix, c'est accompagné de la même manière. Bah aujourd'hui, c'était ça le rythme, mais demain, et répétez ça chaque jour, pour que l'enfant s'habitue à ce que, ok, j'ai envie que ce soit comme ça, mais c'est pas toujours comme ça. C'est vraiment des toutes petites touches, toutes petites. Et puis, il y a tout ce qui va être autour de la temporalité des étapes et de la séquentialité. Souvent, un autiste, on lui parle d'une pomme, et donc ça peut marcher. Ça peut marcher dans, peut-être pour accompagner les troubles du comportement alimentaire qui sont aussi très souvent présents dans l'autisme avec les problèmes d'oralité. Souvent, dans la tête de l'autiste, une pomme, c'est ça. Et il va falloir l'accompagner à ce que ce soit ça. Ça peut être une pomme coupée en deux, ça peut être un quartier de pomme, ça peut être une compote de pommes, ça peut être un trognon de pomme, ça peut être une tarte aux pommes, mais il y aura toujours de la pomme. C'est accompagner la flexibilité mentale. Et là, c'est vraiment un enrichissement des évocations, Isabelle, hein. C'est vraiment là que ça Oui, se c'est ça. Tu vois, Cindy, là, il y a une question, une dame qui demande, elle dit, mais comment la gestion mentale peut accompagner l'imprévu? Hein. Eh ben, Eh ben, bah, hein? voilà, c'est des propositions et puis c'est beaucoup d'observations en fait. Oui, Et je pense vraiment que plus l'enfant est petit, plus en fait l'effort il va pas le sentir, il va même pas s'en souvenir en fait, parce que en grandissant, fait ou pas, il y a une espèce d'amnésie infantile qui arrive vers 7 ans, donc on oublie plus ou moins les outils et puis en fait c'est installé. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont installées. Et plus on peut accompagner tôt, et plus c'est facile en fait, et plus ça dure, et plus c'est des habitudes pour le passé. Et c'est vraiment ça. Donc, c'est enrichir les évocations, c'est accompagner une espèce de zone dans la tête là pour mettre des imprévus. Et puis, vraiment, la phénoménologie, aujourd'hui, c'est vrai, mais demain, ça peut changer parce que ben, il y a plein de choses qu'on maîtrise pas, en fait. voilà. Et Voilà. c'est vraiment, voilà, faire penser une pomme Mm, et comment, quelle autre forme pourrait-elle avoir? Hein, mm, c'est vraiment cela. Et c'est cette c'est ça. prise de conscience, parce que justement, la personne va le vivre dans sa tête, c'est pas juste lui montrer dehors, il y a une pomme, regarde, on peut la couper, machin. Oui, bah ça, il le sait, il le voit quand il coupe sa pomme dans son assiette, etc. Mais c'est pas pour autant que ce sera conscientisé. Là, l'idée, c'est vraiment que ça soit vécu dans la tête et qu'on l'accompagne par le dialogue Ah, pédagogique à vivre quelque chose. C'est lui qui agit dans sa tête, hein, en pleine conscience, et c'est à nous de l'accompagner dans cette diversité de ce que peut être une pomme, dans tous c'est ses ça. états. Je dirais la pomme dans tous ses états. Et Et puis même, après, la pomme est au-delà. Ça peut, ouais, là, on prend un exemple, mais et même inviter à cuisiner, en fait, les aliments et à voir leur manière d'être décomposés, là, pour vraiment faire vivre, en plus des évocations mentales, qui resteraient oui. après, en fait. Oui, mais aussi de le vivre, vraiment le Ouais, vivre dans sa tête, quoi, de c'est faire ça. des détournements d'objets dans la tête. Et petit à petit, bien sûr, on commence tout petit. hein. Oui, On peut la couper, mais ça veut dire aussi, ça veut dire quoi? Couper une pomme dans la tête, ça veut dire qu'il va y avoir du mouvement dans l'image. Que voilà, il va peut-être y avoir une autre image, il va y avoir voilà une succession d'images qui va et peut-être de la parole. On va pouvoir voilà, et c'est cette prise de conscience qui petit à petit amène peut-être amène un projet différent. Et c'est tout est dans le projet mental. Si j'ai le projet de voir une pomme, mais je peux aussi avoir le projet de la voir différente dans cet imprévu. Donc bien sûr, c'est pas du jour au lendemain, mais je pense que c'est vraiment une éducabilité quotidienne, comme tu dis, Cindy. mm, C'est tout à fait ça. Mm.
Je vois le temps qui tourne et il reste encore des slides. Je sais pas si je vais réussir à aller au bout. Oui, ben c'est pas Mais, grave. donc, et C'était après, l'imprévu, tu sais, on l'avait c'est dit. ça, tout à fait, ouais, ça fait partie d'un prévu. Et donc, un autre, c'est le paradoxe relationnel. Donc, souvent, alors en gestion mentale, on a deux couples de structures de sens qu'on appelle auprès des choses et avec les êtres. Donc, auprès des choses, c'est des choses inanimées. Les choses, ça bouge pas, ça, voilà. En général, on a un mode d'emploi qui ne diffère pas. Si on fait bien les étapes du mode d'emploi, on va bien réussir à faire fonctionner l'objet. Un crayon, si on le taille, on va pouvoir écrire. Si la plume mine, on ne pourra pas. Mais disons que ça, à part ça, il n'y a pas d'imprévu avec une chose, normalement. Et donc, on est assez joyeux, nous, avec les choses, parce que ça bouge pas. C'est pas imprévisible, ça va pas se mettre à sauter comme ça, va pas faire du bruit. Alors, hormis si on a mis un réveil, hein, bien sûr. Hormis les choses un peu électriques, parce que mon fils qui a 7 ans, voilà, il se jette dans les bras des gens quand il y a des nouveaux outils électroniques qu'il ne connaît pas, qu'il faut brancher, voilà. Mais après, il y a plus moyen de l'en défaire. Et puis, de l'autre côté, il y a avec les êtres. Donc, les êtres humains qui sont assez problématiques, puisque, comme je l'ai dit, ça faisait partie des critères diagnostiques. Et on est vraiment enfin, il y a des autistes qui ne veulent même plus rentrer en lien avec d'autres personnes, hormis celles qu'elles connaissent et qui sont plus ou moins assimilées à des choses parce qu'elles les connaissent tellement bien que c'est beaucoup plus facile. Les aides, c'est des pourvoyeurs d'imprévus. Mais alors, voilà, on sait pas d'un coup où ça se met à crier, d'un coup ça vient me bousculer. C'est vraiment assez, voilà, c'est les êtres humains, la communication, c'est complexe. Euh, Grâce à moi, vraiment la gestion mentale m'a permis de dépasser euh, je ne sais pas si j'ai une meilleure théorie de l'esprit, mais en tout cas, maintenant je comprends où je dois me positionner pour rentrer correctement en lien avec quelqu'un, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les autistes. Et puis, je l'ai expliqué aussi tout à l'heure, on a un besoin constant, permanent des autres, des proches aidants souvent. Et du coup, ben, c'est un juste voilà, on a besoin des autres et en même temps, je sais pas si je peux dire peur, mais c'est pourvoyeur d'imprévus, donc ça nous prend beaucoup d'énergie, ça nous prend beaucoup d'émotions. Et du coup, ben, il y en a qui s'en coupent, mais avec des problématiques, ils n'ont pas le soutien dont ils ont besoin au quotidien. Et puis, il y en a qui sont trop, alors ils tombent dans des crises autistiques de type shutdown ou meltdown, dont j'ai pas parlé et je vais pas voilà, je peux pas tout exprimer. En plus, on a déjà dépassé l'heure et voilà. Donc, effectivement, je crois que la slide d'après, je vais ne pas la mettre parce que j'ai pas le temps d'en parler. Je vais vite fait vous la faire passer et puis je vais arriver à ma petite conclusion. Voilà. Moi, je parlais un peu des hypos et des hypersensorialités. Voilà. Et pour finir, non, nous ne sommes pas tous un peu autistes. Alors ça, c'est un leitmotiv pour moi. Je l'ai dit tout à l'heure, on l'a présenté dans le petit commentaire qu'on a fait autour du webinaire avec Isabelle. Bien entendu, euh, que beaucoup des choses que j'ai mis là, n'importe qui peut le vivre dans sa vie une ou plusieurs fois à des moments donnés. Euh, mais dans l'autisme, c'est vraiment un faisceau convergent d'énormément de choses. J'ai pas parlé de tout ce qui était autostimulation de type clapping, skimming, balancement mais tout le monde n'a pas besoin de ça pour te calmer, en fait. Et, et bien sûr qu'il y a des choses qui ressemblent, euh, mais pas tout. Là, j'ai vraiment pas pu dire tout ce que j'aurais voulu dire. Mais non, on n'est pas tous un peu autistes. Ça ressemble, mais c'est pas ça du tout. Euh, Moi, toute ma vie, le monde m'a renvoyé que j'étais différente. Je voulais faire comme tout le monde, mais tout le monde m'a renvoyé que j'étais différente. Donc, à un moment donné, j'ai dû m'en rendre compte. Et voilà. Mais on n'est pas tous un peu autistes. Euh, Comme dit Isabelle, on a des traits, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est hyper important pour moi. Mais si vous vous posez des questions pour vous-même ou pour quelqu'un de votre entourage, c'est souvent qu'il y a anguille sous roche, en fait. Donc, je vous invite à vous rapprocher des CRA, qui sont les centres de ressources autisme qui font les diagnostics, qui sont habilités, alors maintenant plutôt niveau 3 que les autres niveaux, mais en tout cas, ils pourraient vous orienter vers d'autres professionnels, ou des associations qui œuvrent autour de l'autisme.
et qui pourrait vous accompagner, voilà. Mais et puis l'autisme au féminin, c'est un véritable handicap. Le TSA est un handicap dans notre société parce qu'on voilà, il y a des choses qui font que c'est un handicap, surtout pour ceux qui sont non-verbaux, qui ont besoin d'un accompagnement au quotidien. Mais c'est un vrai handicap en fait, parce que c'est vraiment problématique. Ça fait souffrir de ne pas réussir à être en lien avec les autres en fait. Mais il y a un moment donné, on ne peut pas se faire plus de mal que ce qui est. Voilà. Voilà, à ton tour, Isabelle. Oui, alors pour découvrir la gestion mentale, voilà, on vous propose d'aller sur le site, hein, puis voilà, on propose des journées, 6 jours en distanciel, hein, pour découvrir tous les concepts. On vous propose aussi 2 jours de mind mapping et on propose aussi des formations en neuroéducation. Si tu veux bien passer la slide, Cindy. Voilà, hein. Donc en janvier, justement, la neuroplasticité cérébrale avec Steve Masson. Et puis en mars, hein, développer des compétences sur le regard de la neuroéducation sur les fonctions exécutives. Et en projet, hein, une journée, hein, pour accompagner le TSA aussi. Donc Cindy va peut-être bosser là-dessus, voilà, hein. Et notre prochain webinaire, eh bien, écoutez, on va laisser passer Noël parce que je crois que juste avant Noël, c'est pas bienvenu. Je pense qu'on a plein de choses dans la tête, plein de choses à penser, clôturer l'année, hein. Mais nous repartirons avec gestion mentale et sport, hein, avec une Yelena qui est entraîneuse sportive pour des athlètes de haut niveau en natation, hein, et qui va nous témoigner voilà, de la gestion mentale et sport, hein, comment ça a changé aussi sa vie, hein, comme Cindy. Voilà. Donc, on se donnera rendez-vous en 2026 pour cela. Voilà. Et puis, si vous souhaitez nous contacter, hein, n'hésitez pas. Et on peut prendre peut-être maintenant quelques minutes pour répondre à quelques questions, hein. Je peux regarder dans le chat si vous avez une question particulière, hein. Dites-nous, hein, si vous voulez la noter dans le chat, hein. Je vais arrêter le partage du coup. Oh, si tu veux. Alors, qu'est-ce que je vois comme question? Euh, j'ai vu quelque chose de la perception. Oui, il y a une dame qui dit, j'accompagne un enfant dont la maîtresse change de coiffure tous les jours. Alors ça, je pense, c'est très judicieux, mais ça reste quand même en perception, hein. Bien sûr, ça donne de la différence, mais encore une fois, hein, pour être, je dirais plus puissamment, j'allais dire, hein, hein, c'est vraiment voilà que ça se passe vraiment dans l'évocation, hein, faire évoquer l'objet, hein, et le détourner, hein, mentalement. Je pense que c'est un vrai plus, hein. Enfin, en tout cas, Cindy peut le témoigner de cela, hein. Mm, tout à fait. Vraiment que ça change dans la tête en fait. Voilà, hein, hein. Donc, aider à gérer les imprévus, hein. Je pense que voilà, tu en as parlé, hein, dans cette Oui, anticipation aussi, le projet, hein, et puis par petites touches, hein, ça qui est important. il y a des il y a une question que j'aime beaucoup, elle me fait beaucoup rire parce que j'en parle beaucoup, mais la fantaisie et je sais plus, et le TSA, ça me fait beaucoup rire parce que j'en parle beaucoup sur les réseaux. La fantaisie, c'est un manque d'image dans la tête. C'est pas, enfin, en tout cas pour moi, c'est pas problématique avec la gestion mentale. On peut faire avec plein d'autres choses en fait. Il y a que s'il y a une déficience intellectuelle, qu'il n'y a pas d'autres matériaux dans la tête pour fonctionner en fait, que ça peut être problématique. Mais s'il y a une très bonne cognition, Isabelle, hein, on en avait parlé, je crois, mais c'est s'il y a une cognition, s'il y a une réflexion, s'il y a des bonnes notes, enfin ou des bonnes notes, en tout cas une manière de réfléchir, c'est qu'il n'y a pas de, c'est pas problématique, il n'y a pas d'image dans la tête en fait. C'est ce qu'on appelle la fantaisie. Et je me plais souvent à poser la question aux neuropsychologues, mais alors les gens qui ont que des images mais pas de son, tout va bien? Voilà, parce que c'est aussi d'autres problématiques en fait en gestion mentale, nous on le sait, hein. L'image, c'est plutôt tout ce qui va être spatial, le son, c'est plutôt la temporalité. Donc, des gens qui n'ont que des images, il y a aussi des problématiques souvent de gestion de la temporalité et autres. Donc, ils sont aussi à accompagner. Donc, voilà, il y a une manière de parler dans le jargon médical et puis il y a ce que nous, on vit en vrai
dans la gestion mentale, en fait. Et j'aime bien faire ces parallèles pour essayer de mettre à niveau d'un côté et de l'autre, en fait, d'avoir le même rapport. Et la fantaisie, voilà, s'il n'y a pas de déficience intellectuelle, pour moi, c'est pas problématique, en fait. Il y aura juste à accompagner un peu plus les mouvements, peut-être, pour essayer de mettre du mouvement, en fait. Mais enfin, c'est rien de fantastique au niveau de la gestion mentale. Voilà. Je sais pas. Je Très sais pas s'il bien, y a donc d'autres questions. je vois pas d'autres questions. Euh, voilà, tu as beaucoup de remerciements pour Oui, ton j'ai vu. Merci témoignage, beaucoup. hein, voilà. Voilà, quelqu'un qui est diagnostiqué depuis peu, donc je pense que voilà, peut-être elle appréciera de se mettre en lien avec toi, hein. Je pense qu'on Oui, peut te retrouver facilement soit sur notre site internet, hein, dans c'est Praticien, ça. et Mm. puis aussi sur LinkedIn, hein. Je pense que Oui, je suis voilà, assez active sur tu es LinkedIn. active sur LinkedIn, oui. Il y Hein, a une question, mais du coup, je sais pas si tu l'as lu, c'est comment passer du concret à la perception, à l'évocation, l'abstraction. Euh, ben, c'est tout le rôle de l'évocation. C'est tout le travail de l'évocation, je dirais. C'est vraiment à partir de de ce qu'on vit. euh, Si on se coupe de l'évocation, enfin, de la perception qu'on a sous les yeux, la peau, qu'est-ce qui reste, en fait? Et c'est questionner la personne quand elle est en capacité de parler, bien sûr. C'est pour ça que souvent, avec les non-verbaux, on est obligé de passer par les proches aidants pour qu'ils aient cette observation. Mais si on peut faire un dialogue pédagogique, on invite vraiment à questionner le passage de dehors à dedans, en fait. Et une fois qu'on a bien délimité comment c'était dans le dedans et que la personne a acquis les éléments de ce qu'elle a dans la tête, et ben là, on peut lui proposer l'enrichissement évocatif. On peut travailler sur les paramètres pour faire ce qu'on appelle la roue paramétrique, qui sert beaucoup. Hein. Penser une carotte à la fois dans ce qu'il est dans sa concrétude, dans ce qu'il est dans son abstraction, dans les liens logiques. Qu'est-ce que c'est une carotte? Quand on pense à un lien logique, souvent, moi, je pense à une carotte râpée. Voilà, c'est logique. Une carotte plutôt inédite dans le paramètre 4, ben, ça va être je sais pas si c'est inédit. Moi, pour moi, je le vis comme quelque chose de logique, mais c'est souvent de voir une carotte qui se met à danser avec un chapeau sur la tête et la combinaison là des musical par exemple. Et on accompagne l'enrichissement éducationnel comme ça. Je pense vraiment, c'est ça en fait. Mais il faut réussir à emmener l'autisme à contacter son évocation et à se rendre compte qu'il fait des choses avec sa tête et qu'il peut reprendre le lead sur sa tête. et qui fait pas des choses comme tout le monde, hein. Et voilà. Ouais. Souvent. Voilà, voilà. Écoute, Cindy, merci beaucoup. Merci de ton témoignage qui était vraiment sincère et vraiment, et je sais que tu as beaucoup travaillé Oui. pour cette soirée, hein, et tu vois, voilà, tu as bien surmonté. C'était très chouette. Merci beaucoup. Ben, merci. Et puis, eh bien, écoute, je pense que tu vas avoir beaucoup de personnes qui vont te contacter. Très bien, Merci beaucoup à vous tous pour votre bienveillance parce que ça m'a vraiment aidé. Merci. très bien. À Et bonne soirée bientôt. à tous. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup de votre participation. Au revoir.